on aurait pu arriver à un accord avec le président Poutine. Je m'entendais plutôt bien avec lui à 5 reprises, non 4 reprises. On en a parlé, j'ai négocié avec le président Poutine, on croyait avoir tout réglé, et puis à la dernière minute, le président Poutine tout d'un coup commence à balancer des fusées sur Kiev ou dans des hôpitaux ou que sais-je, vous avez des cadavres partout dans les rues, et c'est là, je me dis, c'est pas comme ça qu'on procède. Bon, écoutez, on verra ce qui se passera, je suis très déçu du président Poutine. Très déçu de lui. Bon, et évidemment, je lui avais donné 50 jours pour réfléchir. Je vais réduire ça parce que je connais déjà la réponse. Une nouvelle date butoir de 10 à 12 jours à partir d'aujourd'hui. Il n'y a pas de raison d'attendre. C'était 50 jours avant, je voulais être généreux, mais la situation ne s'améliore pas. Le ton est donné. Pendant que Trump menace de frapper durement le Kremlin en réduisant l'ultimatum de 50 jours à seulement 10 jours, Lavrov s'adresse à la jeunesse russe dans un discours choc qui sonne comme une alerte générale. L'Occident nous trahit depuis des années. La Troisième Guerre mondiale est déjà en marche, et ils veulent anéantir la Russie. Lavrov démasque les mensonges des accords de Minsk, dénonce l'hypocrisie européenne qui flirte avec le nazisme, et révèle comment la Russie, avec ses alliés comme la Chine et l'Inde, bâtit un monde multipolaire face à l'empire en déclin. Sanctions, armes, mensonges, complots. Tout est mis à nu. Et si Lavrov dévoilait un secret que l'Occident redoute, la preuve d'un complot imminent contre la Russie. Pourquoi Trump est devenu soudinement belliqueux? Répondez en commentaire. La tâche principale de notre activité diplomatique est d'assurer des conditions sécurisées pour le développement du pays et d'améliorer le bien-être de nos citoyens. Et maintenant, quand beaucoup de politologues, d'experts et de scientifiques parlent sérieusement du fait que la Troisième Guerre mondiale n'est pas seulement inévitable, mais qu'elle est déjà en cours sous de nouvelles formes, en commençant par l'agression de l'Occident contre la Yougoslavie en 1989, puis contre l'Irak, puis la destruction de la Libye, l'attaque contre la Syrie. Tous ces pays du Moyen-Orient sont maintenant dans un état d'inquiétude parce que leur intégrité territoriale, dont l'Occident se soucie tant seulement pour l'Ukraine, a été gravement compromise pour l'Irak, la Syrie et la Libye en 2011 pendant le soi-disant printemps arabe. Et ces pays restent encore dans un état à moitié détruit. Et maintenant, l'Occident s'est tourné vers la région voisine. C'est la bande de Gaza, les territoires palestiniens en général. Il y a eu une agression contre la République islamique d'Iran. En Europe, bien sûr, la question ukrainienne est une manifestation de la ligne de l'Occident pour infliger une défaite stratégique à la Russie, comme ils le disent. Ils n'hésitent pas à confirmer qu'ils s'y préparaient depuis longtemps. Et ils confirment sans scrupule que les accords de Minsk, qui étaient censés mettre fin à tous les problèmes et sur lesquels le président Poutine a passé 17 heures sans repos ni sommeil avec la chancelière Merkel, le président français Hollande et le président Poroshenko de l'époque. Ensuite, ces gens qui étaient assis avec lui ont déclaré « Non, nous n'avions pas l'intention de les appliquer. Nous avions besoin de quelque chose sur papier pour gagner du temps pour l'Ukraine, pour la préparer à une guerre ultérieure contre la Russie, pour que nous puissions la remplir d'armes. Et ces gens nous demandent maintenant, exigent de nous, d'arrêter immédiatement le feu et de laisser tout comme c'est pour qu'ils gagnent à nouveau une pause pour leurs clients à Kiev et continuent à les armer. Le fait que les Européens veuillent sérieusement nous vaincre est confirmé chaque jour, à mon avis. Le nouveau chancelier allemand, M. Merz, a déclaré, je ne sais pas s'il comprend ce qu'il dit, que nous devons à nouveau faire de l'Allemagne la plus grande puissance militaire en Europe. Elle l'était avant la Première Guerre mondiale, qu'elle a déclenchée, et avant la Seconde Guerre mondiale, qu'elle a aussi déclenchée. Et maintenant, il veut à nouveau en faire la première puissance militaire en Europe. Et son ministre de la Défense, M. Pistorius, a dit que si nécessaire, les Allemands tueront sans hésitation les soldats russes. Cela est perçu dans les élites européennes presque comme quelque chose de normal. Et cela reflète avant tout que l'Occident ne peut pas devenir simplement l'une des grandes régions puissantes d'un monde multipolaire. Il ne peut pas renoncer à l'hégémonie dont il a profité pendant 5 siècles. Et cela se voit surtout en Europe, où ils veulent imposer leur volonté à tout et à tous, sans tenir compte des considérations pragmatiques. Hier ou avant-hier, le président Trump a rencontré la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et elle a déclaré avec fierté et plaisir qu'ils avaient atteint un accord. Les marchandises européennes entreront aux États-Unis avec une taxe de 15%, tandis que les États-Unis exporteront leurs marchandises en Europe sans taxe, à 0%. En plus, l'Europe dépensera 750 milliards de dollars pour acheter des énergies américaines, surtout du gaz naturel liquéfié et de l'énergie nucléaire. Et cela en refusant complètement d'acheter des énergies russes. Et encore environ 600 milliards pour des investissements, comme l'a annoncé Trump. C'est clair que les énergies américaines seront beaucoup plus chères que les Russes.
C'est clair que cela mènera à une déindustrialisation supplémentaire de l'Europe, à un flux d'investissement de l'Europe vers les États-Unis. Et bien sûr, cela sera un coup dur pour les prix des énergies, pour l'industrie européenne et l'agriculture européenne. Mais des figures comme Ursula von der Leyen se réjouissent de suivre ce chemin. Oui, nous devrons dépenser plus. Oui, nous aurons moins de moyens pour résoudre les problèmes sociaux de la population, mais nous devons vaincre la Russie. Et si on se souvient de l'administration précédente aux États-Unis, Biden a dit à Lula, le président brésilien, qu'il faut détruire la Russie. Pas seulement une défaite stratégique, mais la détruire. Une guerre d'anéantissement. Le président Trump a une position différente. Il part du bon sens, comme il l'a dit plusieurs fois, en pensant d'abord à ce qui est bon pour les États-Unis. Mais vous suivez sûrement ses actions, surtout dans le commerce. Avec l'Europe, ils ont atteint des accords qui sont nuisibles pour le vieux continent. Pas besoin d'analyser pour le voir. Mais le président Trump est pragmatique. Il ne veut pas de guerre. Et contrairement à son prédécesseur Biden et aux élites européennes actuelles comme von der Leyen, Starmer ou Macron, il est ouvert au dialogue. Même pendant la guerre froide, le dialogue se développait et permettait aux camps opposés de mieux comprendre les intentions de l'autre, surtout pour éviter une grande guerre. Cet instinct est perdu en Europe, comme le vaccin contre le nazisme qui ne fonctionne plus. En Europe, les mêmes forces qui voulaient détruire la Russie renaissent, et dans ce cas précis, elles ont choisi l'Ukraine comme mécanisme d'attaque contre nous. Elles applaudissent tout ce qu'elle fait. La commissaire européenne à l'élargissement, Mme Koss, a déclaré il y a un mois que l'Ukraine a rempli toutes les conditions pour commencer les négociations d'adhésion à l'UE. A-t-on entendu une critique de l'Europe sur l'approche de l'Ukraine en matière de droits de l'homme? Langue, éducation, médias, culture. La loi interdit le russe dans tous ces domaines, et cela a commencé bien avant l'opération militaire spéciale. Et l'Europe dit que l'Ukraine se bat pour les valeurs européennes. Macron l'a dit récemment, contrairement à la Russie, l'Ukraine combat pour nos intérêts, pour nos valeurs européennes. Cela signifie qu'ils avouent être tous des nazis, car le nazisme renaît en Ukraine, y compris par la loi. On enlève les obstacles pour héroïser Bandera et Shukevich. Ils sont maintenant aux côtés d'Hitler, Goebbels et d'autres criminels de guerre, comme symbole de liberté. Et nous avons toujours été pour le dialogue, même dans les temps les plus durs. Comme je l'ai dit, pendant la guerre froide, le dialogue entre l'Union soviétique et les États-Unis n'a jamais cessé. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est que pendant la guerre froide, il y avait un respect mutuel. Maintenant, il n'y en a plus. L'Europe est devenue furieuse. Je ne trouve pas d'autre mot. C'est en grande partie une lutte pour garder le pouvoir. Ils savent que les centaines de milliards d'euros investis en Ukraine pour qu'elle frappe la Russie, tue nos soldats, organise des attentats contre les infrastructures civiles, envoie des assassins pour tuer nos politiciens et journalistes. Tout cela, l'Europe le fait dans un seul but, utiliser les Ukrainiens comme chair à canon pour éliminer la Russie comme concurrent, et mieux encore, provoquer des tendances centrifuges dans notre société. Ils s'y activent beaucoup, malgré les mesures prises par nos dirigeants pour stopper les activités des ONG étrangères et des médias douteux, qui ne promouvaient pas les valeurs d'échange entre les jeunes ou la société civile, mais clairement l'agenda occidental. Mais le dialogue que nous menons avec l'administration Trump montre que des gens raisonnables existent encore en Occident, et ils ont un soutien sérieux, comme le montrent les événements aux États-Unis. Nous sommes ouverts au dialogue, le président Poutine l'a dit plusieurs fois, avec n'importe quel pays, y compris les Européens. Le président Macron a appelé notre président, qui a pris le téléphone tout de suite. Je ne veux pas révéler les secrets de la conversation, mais elle n'a pas été très utile, parce qu'ensuite, Macron a fait des déclarations publiques disant qu'il faut pressionner la Russie pour qu'elle accepte un cessez-le-feu immédiat, sans condition. Il dit cela depuis longtemps. Quand il l'a dit la première fois, on lui a demandé « Et vous, vous arrêtez de livrer des armes à l'Ukraine ?» Il a répondu « Non, le cessez-le-feu doit être sans condition. » Voilà le but. Comme les accords de Minsk étaient nécessaires pour renforcer le régime nazi de Poroshenko, maintenant, ils veulent une pause. Dans ce contexte, comme je l'ai dit, l'Occident ne peut pas accepter la perte de son hégémonie et continue une politique néocoloniale. La politique des sanctions, c'est pour contrer les concurrents par peur de les laisser se développer normalement, car les nouveaux centres de pouvoir les ont déjà dépassés. Si on enlève les obstacles, ils s'éloigneront encore plus de l'Occident. Oui, l'Occident garde des positions fortes en militaire, en technologie, en biotechnologie, en cyberespace. Mais l'Occident ne peut pas être juste l'un des principaux joueurs. Il doit être au sommet. Au moins, les élites actuelles ont cette mentalité.